À une heure de plus à Camagnola, au sud Kivu, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 9 décembre. Le gouvernement lance la grande formalisation de masse, début de la campagne de préenregistrement des acteurs de l'informel pilotée par le vice-premier ministre Daniel Moukoko-Samba dans l'objectif d'intégrer des milliers d'opérateurs dans l'économie formelle. Acoprime donne le coup d'envoi de logements sociaux à Kisangani. L'ex-ONEL enclenche la première phase du programme national de logements sociaux dès le 10 décembre 2025. Donc demain, Kisangani devient la province pilote de cette vision gouvernementale. Lutte contre la corruption, la jeunesse en première ligne à l'occasion de la journée internationale du 9 décembre. La PLC change de stratégie et mise sur les jeunes pour définitivement les réseaux mafieux. Un atelier de réflexion réunit autorités, experts et encadreurs pour façonner une nouvelle génération des leaders intègres. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Devant les deux chambres réunies en congrès, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un état de la nation qui mêle alerte et assurance. Alerte face à l'agression persistante dans l'Est, assurance, la solidarité et l'élan des réformes engagées. Ce grand oral du chef de l'État a revendiqué une RDC résiliente, souveraine et tournée vers les grands travaux structurants. Félix Tshisekedi a voulu réaffirmer la trajectoire du pays qui entend tenir debout malgré les tempêtes. Retour en image de ce discours prononcé au Palais du Peuple. Les caméras de Kinshasa étaient braquées le 8 décembre 2025 au Palais du Peuple pour le discours annuel du chef de l'État à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans une prestation bien maîtrisée, le chef de l'État a développé en 2h20 toutes les actions qu'il a menées au cours de l'année 2025. De la sécurité à la culture, en passant par l'économie, les infrastructures, la diplomatie, le social et la santé. Aucun secteur de la vie nationale n'a été oublié. Dès l'entame de son discours, le chef de l'État a fixé le cap sur la résistance et la résilience face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Qu'on ne s'y trompe pas. Nous ne sommes ni face à un simple conflit communautaire, ni devant une rébellion interne de plus. Il s'agit d'une guerre d'agression par procuration visant à contester notre souveraineté sur un espace hautement stratégique, riche en minerais critiques et en potentialités économiques déterminantes pour l'avenir de notre nation. Attardé sur les actions diplomatiques qui ont permis le retour de la RDC dans les concerts des nations. Au sujet des accords de paix de Washington, le président Félix Tshisekedi a été très clair et a défini les priorités. Face à cette agression, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Ils ne sauraient non plus être interprétés comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec jusqu'au bout et sans complaisance afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tués du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable. Non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. L'appui, le chef de l'État a relevé les efforts entrepris dans les différents secteurs. Malgré la guerre d'agression, beaucoup de choses ont été faites dans le domaine des infrastructures, de la santé et de la lutte contre la guerre. Le président de la République a fustigé les embouteillages et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Malgré les nombreux défis, le chef de l'État a terminé par une note d'espoir. Je voudrais, pour conclure, hier à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo
lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Et au lendemain du discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République devant le Parlement, les Kinois réagissent. Économie, sécurité, gouvernance, salubrité de la capitale et bien d'autres thèmes. Le chef de l'État a balayé les grands enjeux du pays dans les rues de Kinshasa. Chacun y va de son commentaire entre espoir, attente et critique. Le regard de la population dans son reportage de Diane Balaka, Rigen Shindano et Emmanuel Kachantale. Au lendemain du discours du chef de l'État sur la situation nationale du pays, entre lassitude, espoir et résilience, la population réagit sans filtre. Chacun y va de son analyse. Nous saluons les travaux qui se font un peu partout. Au départ, nous étions un peu pessimistes, mais il nous a surpris positivement. Il réussit peu à peu à relever les défis. Nous avons suivi les chefs de l'État. J'ai aimé son appel à la responsabilité collective des Congolais face aux défis qui nous guettent. Nous voulons de tous nos vœux que toutes ces paroles soient traduites à des actions concrètes. Et donc, nous sommes derrière lui, surtout pour des questions qui touchent la guerre de l'agression rwandaise. C'est un patriote, il est déterminé à en finir avec les ennemis et tous les Congolais devraient faire le cas. Et donc, la jeunesse congolaise est engagé, déterminé à collaborer, à soutenir les chefs de l'État, à collaborer avec les services de sécurité, les services de défense, afin de résister à l'agression rwandaise, mais aussi à ses supplétifs. J'avais aimé les discours, c'était vraiment un discours plein d'espoir, surtout lorsqu'il avait conclu que les ténèbres ne régneront pas toujours, et c'était vraiment parfait. C'est quelqu'un avec qui on peut faire confiance, peut nous amener encore loin. Le chef de l'État, il est vrai, il a peint la situation de manière générale du pays. Mais à ce qui concerne la ville de Kinshasa, moi je pense que bon, là j'entends les gens dire que non, c'est le gouverneur Bumba et consort. Mais à mon avis, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Nous avons vu encore le président a parlé de l'insécurité. Mais je pense qu'il y a le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui avait lancé une opération, l'opération Ndobo. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi le résultat réellement de cette opération sur terrain. Les avis partagés des Kinoises et Kinois témoignent d'une volonté d'un peuple qui aspire à un avenir meilleur. La classe politique, toute tendance confondue, n'est pas restée de marbre face au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, animateurs des institutions et autres se sont exprimés. Discours qui a rencontré les attentes de la population. Nous avons été flattés lorsque le chef de l'État a éclairé la population disant que l'accord qui a été signé à Washington n'a donné aucune latitude pour quiconque de pouvoir s'accaparer des terres de la RDC. De toutes les manières, nous avons senti dans le chef de l'État qu'il est un homme oint de Dieu. Parce qu'il a clôturé son discours en disant que, quelles que soient les ténèbres pour durer, mais il serait mieux que l'État congolais, donc la République démocratique du Congo, espère à une lumière qui pourra toujours apparaître. Et ce qui est plus important, on peut dire que sur le plan sécuritaire, et avec l'accord signé à Washington le 4 décembre dernier, il a ramassé la situation globale et il a rassuré la population congolaise. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, du fait que le chef de l'État a concentré son message sur la jeunesse de la République démocratique du Congo. Il a parlé des problèmes d'entrepreneuriat, les problèmes de l'emploi des jeunes. Il a relevé une chose, n'est-ce pas, la paix en République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas parler du développement d'un pays sans pour autant s'appesantir sur les aspects sécuritaires. Pour d'abord ramener la paix sur le territoire national, pour qu'aucune zone ne reste sous l'emprise de l'occupation rwandaise et de ses affidés. C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder ces accords qui sont signés. Bien entendu, il y a l'accord entre la RDC et le Rwanda concernant la situation de l'Est.
aujourd'hui, dans toutes les institutions internationales et régionales, l'agenda de la RDC est sur la table pour la paix de la RDC. Et ça, c'est un travail d'une diplomatie vraiment agissante, une diplomatie de leadership de notre président qui a fait qu'aujourd'hui, la RDC est sur toutes les tables, les grandes tables du monde. La population de Kinshasa est comparée plus ou moins à 13 à 14 millions d'habitants. Alors que c'était une ville qui était construite à l'époque pour 3, 4, 5 millions d'habitants. Donc il y a vraiment une expansion démographique qui est aussi un challenge au niveau des embouteillages, au niveau des trafics, qu'on doit réfléchir comment étendre la ville. Moi je crois que c'est une très bonne solution. Et aussi les problèmes de la salubrité de la ville. Moi je trouve que c'est une occasion pour la nouvelle économie du climat de pouvoir captiver ces déchets, de recycler ces déchets pour que nous puissions en faire de l'électricité, de l'énergie, des engrais biologiques et que nous puissions finalement régénérer les crédits carbone pour développer ces pays. Le chef de l'État vient de prononcer un discours très profond et très clair. Les réalisations presque pour tous les pays, même chez moi, à Sud-Ubangi. Plusieurs réalisations et réhabilitations. Nous sommes très fiers de lui et qu'il continue comme ça, que Dieu lui bénisse. Un discours d'espérance. J'ai aimé ce chapitre-là parce que le chef de l'État a dit que le Congo restera indivisible. Malgré les accords qui sont en train d'être signés, la souveraineté de la RDC sera toujours respectée. Le chef de l'État n'oubliera jamais la Tchouapa. Il est et restera l'élu de la Tchouapa. C'est lui qui nous montre la voie à suivre pour redorer l'image de notre province. Ainsi, j'invite tous les ressortissants et résidents de la Tchouapa à s'allier comme un seul homme derrière la cause du président de la République qui a fait de la réhabilitation de nos infrastructures routières et autres sa priorité. Mon attention, c'est bien entendu cette victoire diplomatique, même historique, sur laquelle il est revenu parce que désormais la voix du Congo est plus qu'entendue. Parce que disons que le chef a accompli une mission herculienne. Ce n'était pas une tâche facile de mettre Congo au centre des enjeux politiques internationaux. Et pour nous, aujourd'hui, nous sommes fiers de la signature de l'accord que nous saluons tant parce que c'est dans la démarche de la paix, la façon de faire du chef de l'État, de pouvoir avoir un pays là où la paix règne et le développement est en train d'évoluer. Le chef de l'État a peint un tableau clair de la situation générale du pays, prouvant ainsi la maîtrise parfaite de la situation du pays. Il a montré à suffisance que c'est vraiment un leader, un dirigeant digne pour cette nation. L'Alliance pour les actions de développement du Congo apporte son soutien à nos forces armées et sa compassion à nos populations de l'Est de la République démocratique du Congo, tout en espérant une paix imminente selon la détermination du chef de l'État. Félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie très agissante qui vient de produire aujourd'hui ces résultats en léguant à notre pays un accord historique de paix. Autre chose à présent, Kinshasa a vibré du 4 au 7 décembre dernier au rythme de la coopération RDC-Pologne. La semaine polonaise de Kinshasa s'est tenue au chapiteau de Pullman Hotel. Des échanges, les partenariats économiques, culturels et diplomatiques entre les deux pays étaient au menu de cette semaine placée sous le sceau du renforcement des liens bilatéraux. Nadine Yango. La semaine polonaise de Kinshasa s'est clôturée ce dimanche 7 décembre 2025 au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe. Un rendez-vous d'envergure qui intervient à un moment charnière dans les partenariats renforcés entre la République démocratique du Congo et la Pologne. Pendant 4 jours, les décideurs politiques et acteurs économiques des deux pays ont échangé autour de nouvelles perspectives de coopération. Pour cette journée de clôture, 3 temps forts étaient au programme. D'abord,
un panel consacré aux mécanismes visant à promouvoir l'agriculture en République démocratique du Congo, notamment à travers la formation et la mécanisation. La Pologne compte parmi les géants européens disposant des technologies adaptées. Dans son intervention, l'honorable Marie-Claire Kengoadondo, députée nationale et président du groupe d'amitié parlementaire RDC-Pologne, a souligné que cet événement marque un tournant décisif dans l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Cette semaine polonaise à Kinshasa n'est pas une fin, mais un point de départ pour des projets plus ambitieux, pour des investissements plus structurants et pour un partenariat plus fort entre nos deux nations. Nous avons démontré que lorsque les volontés se rencontrent, les horizons s'élargissent et le peuple se rapproche. Enfin, la journée s'est poursuivie par la visite des stands d'exposition dédiés à la transformation agricole, conduite par l'honorable Marie-Claire Kengoadondo. Autour d'un forum dédié au progrès de la gouvernance sécuritaire et à leur impact sur l'économie, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présenté le nouveau schéma participatif et inclusif dans les territoires de la République démocratique du Congo face aux partenaires internationaux. L'ambassadrice des Pays-Bas a annoncé l'appui de son pays à ce programme stratégique. Une journée ponctuée de panels qui ont permis d'explorer les solutions concrètes pour relever les défis sécuritaires nationaux. De l'Intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, vante les opportunités et les innovations dans le processus de gestion des territoires en République démocratique du Congo, des alternatives pour mieux répondre aux différents problèmes de la société liés à l'insécurité, les embouteillages, l'insalubrité et autres. En gouvernance sécuritaire et l'établissement des mécanismes variés de renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques. Ceci a permis ainsi de former à 4501 acteurs étatiques et non étatiques dans 10 provinces. Un programme gouvernement central à travers la vice-primature derrière et sécurité doté d'un système de gouvernance sécurité participative et inclusive de tous les acteurs et à tout niveau pour la protection de personnes et de leurs biens. Sur le projecteur, le Pays-Bas s'engage dans la pérennisation de ces programmes, pilier majeur qui met en avant-plan de mesures drastiques dans la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, des cas parmi tant d'autres. Que l'ambassade des Pays-Bas a, à travers une dizaine d'années d'investissement, suivi et soutenu un programme de renforcement de la gouvernance sécuritaire en RDC. L'apport de ces programmes dans différents services de sécurité pour des réponses concrètes et adaptées aux problèmes sécuritaires, discutés en panel, suivant différentes thématiques. L'un des temps forts, résolu dans deux coudres, Jacquemain Chabani s'accroche à la proactivité pour limiter les menaces liées à la sécurité. Lancé pour soutenir l'autonomisation des femmes et le développement des PME en République démocratique du Congo, le projet Transforme arrive à son terme. Ce mardi, une réunion du comité de pilotage s'est tenue à l'hôtel du Fleuve pour évaluer les réalisations de 2022 à 2025 en présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Mireille Ndeki. Projet Transforme, projet d'autonomisation de femmes entrepreneurs et mise à niveau de PME pour la transformation économique et l'emploi, arrive à son terme, d'où la tenue de cette réunion du comité de pilotage en présence de membres du gouvernement, membres du comité, notamment les ministres du commerce extérieur, Julien Paluku, les ministres de la formation professionnelle, Martin Ekila, ainsi que le bailleur de fonds. Cette réunion a centré ses discussions sur la présentation et l'adoption du rapport à mi-parcours dès 2022 à 2025 afin d'examiner l'état d'avancement du dit projet. Et la réunion d'aujourd'hui a porté essentiellement sur deux points. Le premier point consistait à la présentation et à l'adoption du rapport à mi-parcours 2022-2025 sur les activités, mais aussi nous avons adopté dans un second point le PTBA de travail qui a constitué un budget général de 111 millions de dollars pour les 5 ans qui viennent. Pour les coordonnateurs Alexis Mangala, le projet Transforme dans son ensemble a un bilan positif évalué à près de 70%.
Malheur est de constater que le projet Transforme, qui s'étend également dans les villes de Goma et de Bukavu, n'a pas pu atteindre les objectifs voulus suite à la guerre. Les membres du comité de pilotage ont plaidé auprès de partenaires pour reconduire les 10 projets dans cette partie du pays. Les villes de Goma et de Bukavu, très importantes dans ce vaste projet pour atteindre la création d'une classe moyenne en RDC. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le gouvernement congolais passe à l'action pour structurer l'économie nationale. Lundi dernier, le vice-premier ministre de l'économie nationale a lancé la campagne de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle dans le cadre du programme national de formalisation de masse initiative sur son initiative pour identifier, accompagner et intégrer progressivement les opérateurs informels dans le circuit économique formel. Rodé Panda. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, prévue dans la loi de finances 2026, les modalités de paiement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, ainsi que la question de la compétitivité des industries congolaises face aux produits importés des pays voisins, des sujets cœur des échanges entre le vice-premier ministre de l'économie nationale et le comité de suivi des prix des produits de première nécessité, CSSPPN, regroupant les opérateurs économiques membres de la FEC, les associations de consommateurs, la présidence de la République, la primature, les ministères concernés, mais aussi la FENAPEP, les FOREC, les FPI et la NEP. Daniel Moukoko Samba a apaisé les partenaires quant aux avancées en cours concernant la TVA sur les produits de première nécessité et l'application du SMIG. Il s'est dégagé au cours de cette réunion la nécessité de créer la taxe force chargée de proposer des mesures efficaces pour la compétitivité des entreprises agro-industrielles locales. Pour cette première journée, c'est la commune de Limete qui a accueilli le début des opérations pour la formalisation des enquêteurs informels. Après échange, les enquêteurs sont passés sur le terrain. Le chargé de service de l'économie à Limete a encouragé la population de les recevoir. Recevez ces enquêteurs du ministère. N'ayez pas peur, c'est très important pour vous. Un dispositif important constitué de 6 groupes de formalisateurs, chacun avec 13 agents enquêteurs mobilisés, formés spécialement pour cette opération et identifiables à travers le badge officiel et gilet de travail. Ces derniers vont travailler avec l'application numérique développée pour collecter les informations nécessaires à l'enregistrement. Les données recueillies permettront aux acteurs concernés d'accéder aux multiples avantages tels que la couverture santé universelle, mais aussi l'accompagnement du gouvernement pour l'obtention des crédits auprès des banques commerciales. Les acteurs informels ayant accepté volontiers de se formaliser confirment la nécessité de cette initiative. Tout ce qu'on m'a expliqué est bénéfique. C'est bien de se formaliser et que l'État Ce processus s'effectuera dans toutes les communes de Kinshasa avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Kinshasa fait peau neuve à l'appel du gouverneur de la ville. L'opération d'assainissement s'intensifie dans plusieurs quartiers de la capitale. Sur l'avenue Kasavubu, les engins sont à l'œuvre pour évacuer les immondices et déchets. Christine Lenzo. C'est sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, matérialise l'assainissement total de la ville de Kinshasa dans le cadre de son programme Kinshasa Ezobonga. C'est ainsi que Solidarité Congo, représentée par Nancy Lito, Bijou Banyakou et Dada Bimoza, ces 3 dames dynamiques se sont mobilisées pour assurer l'assainissement de l'avenue Chopo et celle de Maringa, en passant par la direction Éthiopie pour rendre ces artères propres et assainies. Geste qui a interpellé les exploitants de ces coins de la capitale et la population environnante. Merci, président Félix-Antoine Tshisekedi. En évacuant ces immondices, nous sommes épargnés des maladies. Reste à ton poste, gouverneur Daniel Bumba. On a besoin que ces 3 avenues soient asphaltées. La joie s'est lisée sur le visage des utilisateurs de ces avenues qui ne jurent que sur la propreté du reste qu'elles comptent maintenir. Question d'emboîter les pas de ces femmes pleines d'initiatives et initiatrices de la solidarité Congo.
Et face aux risques que font peser certaines exploitations sur les communautés, le ministère des Mines renforce la vigilance. Une formation ciblée vient d'outiller les inspecteurs afin de garantir des contrôles plus rigoureux et conformes aux normes. Regardez. Cette formation des agents et experts de la DPM, Direction de protection de l'environnement minier, consiste à renforcer leurs capacités en matière d'évaluation environnementale et sociale, de suivi et contrôle, organisée par le secrétaire général aux mines, Jacques Ramazani Lutuba, dans le souci de garantir que les activités minières puissent se dérouler dans le respect des normes environnementales et légales. Ce cadre d'échange et d'apprentissage permettra non seulement de mieux comprendre les exigences des évaluations environnementales et sociales, mais aussi de renforcer la mise en œuvre des mécanismes de suivi et de contrôle. Pour cette première journée, 2 experts ont édifié les participants, le professeur Arthur Kanika de l'Université de Lubumbashi et le professeur Jean-Marie Kanda, conseiller principal du chef de l'État en charge des mines. Ces 2 experts leur ont donné des explications sur ce que prévoit l'arsenal juridique congolais en matière d'inspection environnementale et les types d'inspection reconnus. Nous avons essayé d'expliquer que prévoit l'arsenal juridique congolais en matière d'inspection environnementale, c'est-à-dire qui peut se rendre dans des installations minières pour procéder aux inspections et quelles sont les techniques qu'il faudrait utiliser pour qu'une inspection soit réussie. Au finish, ces agents et experts du secrétariat général aux mines seront outillés afin de bien vérifier si telle ou telle autre activité minière ne porte pas atteinte à l'environnement. Question de sécuriser la population telle qu'elle exige la loi minière congolaise. Double victoire pour la République démocratique du Congo à la 22e conférence des États partis à la Convention d'Ottawa. Emmanuel Lokinou Omanga, coordonnateur du Centre congolais de lutte anti-mine, a été élu représentant des autorités nationales au sein du groupe de pilotage des normes internationales. Par ailleurs, un sursis de 3 ans a été accordé à la RDC pour se conformer à l'article 5 portant sur la destruction des mines. Une avancée majeure obtenue à Genève au nom du pays. Patricia Ungu sur les images de Jean-Pierre Onima. Le coordonnateur du Centre congolais de lutte anti-mine, Emmanuel Lokinou Omanga, a participé du 1er au 5 décembre 2025 à Genève à la 22e conférence des États partis signataires de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction, l'utilisation, circulation, production et transfert des mines antipersonnelles dans le monde. Le Congo a la chance, par la diplomatie agissante et productive des chefs de l'État, le Congo vient d'obtenir une place de choix au niveau des Nations Unies. Donc, comme le représentant de toutes les nations, toutes les autorités nationales de lutte anti-mine, dans le groupe de pilotage des normes internationales des Nations Unies. Donc, c'est une grande victoire pour les chefs de l'État, parce que je remercie très sincèrement les chefs de l'État et mon chef direct qui est le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani. Pour Emmanuel Lokinou, la RDC vient de gagner 2 victoires, l'élection et nomination d'Emmanuel Lokinou comme le représentant des autorités nationales de la lutte anti-mine dans le groupe pilotage des normes internationales. La deuxième, les Nations Unies ont accordé 3 ans à la RDC pour se conformer à l'article 5 de la Convention d'Ottawa qui demande aux États signataires de détruire les mines dans nos États respectifs. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre, l'APLC a placé la jeunesse au cœur de son combat contre ce fléau qui mine les institutions et freine le développement de la RDC. Autour d'un atelier de réflexion réunissant autorités, encadreurs et experts, l'agence veut forger une nouvelle génération de leaders intègres, porteurs d'une culture d'éthique et de transparence pour rompre définitivement avec les pratiques mafieuses du passé. Joël Makela. Lutte contre la corruption, l'agence de prévention et lutte contre la corruption, APLC, mise sur la jeunesse. C'est une bataille de longue haleine, mais l'enjeu est de taille. Protéger l'avenir de la jeunesse congolaise contre le fléau de la corruption. Et cet atelier qui a réuni plusieurs intervenants autour d'un thème puissant,
S'unir avec la jeunesse contre la corruption a ouvert la voie à des échanges nourris où tous les participants ont souligné le rôle central de la jeunesse dans la construction d'une nation forte, mais aussi sa vulnérabilité face à la corruption. Le coordonnateur de l'APLC, quant à lui, a lancé un appel à la responsabilité collective. Famille, école, médias, église, tous doivent encadrer la jeunesse pour briser le cycle. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le vice-ministre à l'éducation et à la nouvelle citoyenneté, pour que nous puissions mutualiser nos projets, pour que demain, nos enfants, dès la maternelle, puissent apprendre à lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption a un objectif précis, permettre à l'État de recouvrer les moyens de sa politique et ainsi accomplir tous les projets pour le bien collectif. Le vice-ministre de l'Éducation a rappelé l'urgence de former une jeunesse moralement armée, capable de résister à la tentation et d'incarner les valeurs d'intégrité. Un message fort, porté avec conviction. La lutte contre la corruption commence là où l'on forme les consciences. Sur la dégradation de Kinshasa dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République a dévoilé un plan d'extension historique de la capitale vers Maluku avec plus de 430 km destinés à accueillir une centaine d'usines et des nouveaux quartiers modernes. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, projette une transformation profonde de la capitale. Chimendondo. La situation dans laquelle se trouve la ville de Kinshasa n'a pas échappé à l'attention du chef de l'État lors de son message à la nation. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les défis de l'assainissement auxquels est confrontée la capitale congolaise. Pour résoudre cet épineux problème de la mobilité dans la ville, le chef de l'État a conçu le projet d'extension de Kinshasa vers la partie est, dans la commune de Maluku et ses environs, où il est prévu la construction d'une centaine d'usines et de logements décents pour assurer la sécurité, la fluidité de l'actuelle ville avec ses 15 millions d'âmes. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution dès le premier trimestre 2026. Sur 5 ans, il prévoit la construction de 1200 usines afin de décongestionner la capitale, créer des emplois, améliorer la desserte en eau et en électricité et organiser plus efficacement la gestion urbaine. Ce projet répond à une exigence de bon sens. Repenser l'espace de croissance de Kinshasa pour restaurer la fluidité, la sécurité et la dignité de la vie urbaine. Un projet qui s'étend sur une surface de 430 km² et dont l'exécution de la première phase est annoncée pour le premier trimestre de 2026. La Coprime ex-Onel s'apprête à franchir une étape décisive dans la mise en œuvre du programme national de logements sociaux. Dès demain, les travaux démarrent à Kisangani, province pilote choisie pour matérialiser cette vision du gouvernement, en prélude au lancement officiel par le ministre d'État en charge de l'urbanisme. Et le directeur général de l'agence a conduit une série d'activités techniques, dont la visite du site et des réunions préparatoires. On fait le point avec Jacques Méji, Patrick Kachala, nos envoyés spéciaux. Une mission d'intérêt hautement social à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Aussitôt arrivé à la tête d'une forte délégation composée des experts de l'Agence congolaise de promotion immobilière et du cabinet du ministre de l'Urbanisme et Habitat, le directeur général de la Coprime, Mika Kaimba Mukeba, a rencontré respectivement le gouverneur par intérim, Ghislain Mogenya Baraka, et le président de l'Assemblée provinciale par intérim, Paul Riffin Lokessa Bomboli. Au menu, l'organisation du lancement officiel des constructions de logements sociaux, projet du gouvernement central que les autorités locales soutiennent à 100%. Puis s'en suivra la visite d'inspection du site de la pose de la première pierre, avant de présider une réunion technique avec toutes les parties prenantes
au siège provincial de la COPRIM. Nous sommes venus à Kisangani pour un très grand événement, la pose de la première pierre. Au fait, il s'agit là d'un tout premier projet de construction de logements financé par le gouvernement de la République. Nous le vivons déjà, la population en effervescence, c'est la résurrection. Parce que depuis la disparition de l'ONEL, le pays n'avait aucune politique de logement. La population commence à croire parce qu'ils demandent qu'est-ce qu'il faut pour souscrire. Est-ce qu'on va construire aussi pour les gangs petits? Nous disons à la population de garder patience parce que le chef de l'État veut que chaque Congolaise et Congolais, quel que soit son niveau de vie, puisse avoir un logement décent qui sera abordable, c'est-à-dire à portée de leur bourse. Le programme prévoit le lancement officiel de construction de logements sociaux par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro. L'université de Lubumbashi s'ouvre à l'ère du numérique. Lors d'une journée pédagogique, enseignants et chercheurs ont réfléchi autour de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, dans l'objectif d'adapter la recherche et l'encadrement académique aux standards technologiques modernes pour une université performante et compétitive. Patricia Oungo. Les 2 premières journées du séminaire organisé à l'université de Lubumbashi étaient dédiées au corps académique sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la recherche et l'encadrement des travaux scientifiques. 8 communications ont fait l'objet d'échanges intenses sur ces thèmes. Ils ont conduit à l'adoption des résolutions majeures pour institutionnaliser l'intelligence artificielle au sein de l'université de Lubumbashi. Aussi, la création d'une charte d'usage de l'IA, l'intégration de ces technologies dans l'ensemble de la vie universitaire, le renforcement de l'éthique et de la transparence, la numérisation à travers la création d'une banque de données numérisées regroupant tous les travaux scientifiques de l'université de Lubumbashi pour une meilleure visibilité et captation par les algorithmes. Le professeur Gilbert Kashiba Fitoula, recteur de l'université de Lubumbashi, a salué ces résolutions et l'efficacité dans les pratiques académiques. Nous avons appris énormément de choses. Si vous pouvez apprendre à d'autres ce que vous venez d'apprendre en termes qualitatifs, cela est suffisant pour que nous puissions être satisfaits de votre participation. Des préoccupations importantes ont tout de même été soulevées sur l'utilisation reçue de l'IA et qui nécessite d'identifier et adresser des résistances chez certains enseignants. Après des années d'attente, les habitants de la chefferie de Bayeke dans le Haut-Katanga accèdent enfin à l'eau potable grâce à une gestion responsable de fonds issus de la redevance minière. 90 puits ont été inaugurés, offrant une amélioration majeure des conditions de vie et de santé des populations rurales. Regardez. À tour de rôle, bidon à la main, les habitants de la chefferie de Bayeke dans le Haut-Katanga accèdent enfin à une eau potable de qualité, une première d'une capacité de 2000 mètres cubes ont été mises à la disposition de la population. C'est le fruit de la redevance minière et d'une gestion responsable gérée par la chefferie sous la direction de Sa Majesté Mwami Mwinda Bantu Munongo. Par l'entremise du coordonnateur de la RADEP, l'amélioration de la desserte en eau potable, une série d'inaugurations a été lancée, marquant un tournant historique dans plusieurs villages de cette chefferie, dont Kafoya, Pala et Ngouba. Merci à Sa Majesté le Manu Mwinda Bantu Munongo Junior pour avoir répondu à nos demandes, vu que la population prenait une eau sale, une eau des rivières qui causait souvent des maladies hydriques. Mais pour le moment, le Mwami nous a envoyé la RADEP qui est venue creuser des puits à travers l'agglomération. Et ici, présentement, nous sommes à Kassanza 5, où nous sommes venus inaugurer la borne fontaine en compagnie du coordonnateur de la RADEP. Une réponse concrète aux besoins de base de population rurale, de quoi réjouir les habitants. Nous remercions sincèrement nos autorités pour ces puits d'eau potable. C'est une première pour nous. Nous demandons vraiment à Dieu de les protéger. Un projet qui change la vie et améliore la santé des enfants.
La preuve qu'une gouvernance locale efficace peut donc transformer les quotidiens. Situation dans l'Est, précisément à Uvira, le gouvernement congolais accuse le Rwanda de violer impunément les accords de Washington et d'aller vers la régionalisation du conflit en ciblant aussi le Burundi. Les organismes internationaux ont communiqué au gouvernement une situation inquiétante dans l'axe Kamanyola-Uvira. On écoute plutôt le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. D'abord que nous suivons de près la situation sur le terrain, spécifiquement dans la province du Sud Kivu, axe Kamanyola-Uvira. Il y a quelques jours, l'armée a communiqué pour dire qu'il y a des bombes qui sont parties de Bugarama au Rwanda, qui sont tombées sur des cibles, notamment civiles. Et la réunion de ce matin avec la Première ministre, bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington, c'est de regarder, parce qu'il y a des rapports notamment du CICR et des organisations humanitaires qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes. Et donc, il était important pour la Première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi lieu d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'arranger. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a la volonté de s'aimer la terreur. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller très vivement tous nos compatriotes qui sont particulièrement en répression. Nous parlons souvent du poison rwandais. Il faut faire très très attention sur tout ce qui circule. Nous sommes engagés dans un devoir de redevabilité. Nous viendrons donner les tableaux généraux de la situation. Vous savez que nos militaires sont engagés sur plusieurs fronts et que la situation sur le front peut être mouvante, et donc il ne faut pas suivre tout ce qui est donné. Vous connaissez par qui et par quel compte passent les poisons rwandais. Il est important que nos populations puissent être vigilantes et puissent se référer aux canaux officiels à travers lesquels nous allons communiquer. Je tiens à apporter cette précision parce que c'est crucial en ce moment où la manipulation peut à elle seule s'aimer la panique au milieu de nos populations. Durant la réunion que nous avons eue avec la Première ministre, nous avons eu l'occasion d'échanger notamment avec le gouverneur de province et différents services provinciaux qui sont particulièrement mobilisés pour suivre pas à pas et nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Donc, le moment venu, nous y reviendrons. L'accord n'est pas respecté justement parce que c'est de la responsabilité du président rwandais. Je viens de vous dire que le Rwanda veut régionaliser la guerre, parce que l'objectif, c'est plus seulement les territoires congolais, l'objectif, c'est clairement le Burundi. Et donc, il est évident qu'une telle posture contrarie totalement toutes les déclarations qui ont été faites devant l'émissaire américain il n'y a même pas encore une semaine. C'est pour ça que le médiateur est particulièrement interpellé pour voir dans quelle mesure on peut mettre fin à toutes ces attitudes. Journée internationale de commémoration des victimes de déclaration officielle du FONAREV. Aujourd'hui, alors que la communauté internationale se réunit pour rendre hommage aux victimes du génocide, le FONAREV se joint au monde entier pour affirmer que la mémoire n'est pas seulement un acte de compassion, elle constitue un préalable à la justice. En République démocratique du Congo, cette journée revêt une importance, une portée particulièrement fondée. Les souffrances endurées par notre peuple pendant plus d'un siècle ont trop souvent été accueillies par le silence, le déni et l'indifférence. Le Congo a traversé deux grandes périodes d'extermination de masse, toutes deux liées à l'exploitation brutale de nos richesses naturelles, de
l'Holocauste oublié du régime léopoldien qui travail forcé et les incendies du village aux atrocités de 30 dernières années dans l'est du pays. Notre terre porte les cicatrices de la violence déployée pour déposséder, déplacer et détruire les communautés entières au nom du profit et de l'ambition territoriale. Ces crimes ne sont pas apparus spontanément, comme l'affirme la Convention des Nations Unies sur le génocide. Il s'agit d'un processus, d'une succession d'actes planifiés visant les groupes protégés dans l'intention de les détruire physiquement, psychologiquement et socialement. Les enquêtes menées par le FONAREV aux côtés des spécialistes nationaux et internationaux ont établi les actes matériels de l'intention génocidaire qui caractérisent les massacres de Kasika, Mituga, Katogota, Makobola, Mwenga, Kalima, Tingi et de nombreuses autres localités. Ce meurtre n'était pas des excès aléatoires de la guerre. Ils étaient systématiquement coordonnés et dirigés contre les groupes ethniques spécifiques, souvent accompagnés d'une cruauté extrême de violences sexuelles et de déplacements forcés. L'annuaire des massacres compilés par le FONAREV documente plus de 1500 violations avérées, comprenant des crimes, des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des violences généralisées à l'encontre des femmes et des filles. Les survivants portent encore des blessures invisibles et visibles, tandis que des millions de personnes demeurent déplacées, dépossédées et traumatisées. Leur dignité a trop souvent été bafouée, mais elle ne sera pas oubliée. En ce jour de commémoration, nous rendons hommage à la mémoire de toutes les victimes partout dans le monde, celles qui ont perdu la vie, celles qui ont survécu et celles dont les histoires demeurent enfouies sous les tombes anonymes. Nous réaffirmons notre engagement envers la vérité, la justice et la réconciliation. Le FONAREV reste fidèle à sa mission, restaurer la dignité, accompagner les victimes par un soutien juridique, psychosocial et garantir des réparations à la hauteur de leur souffrance et de leur résilience. Cette journée renforce notre détermination à transformer le deuil en mobilisation, que les victimes de tous les génocides passés, présents, reposent en paix dans la dignité éternelle et que le monde ne détourne plus jamais le regard des crimes qui avalisent son humanité commune. Une mission de département du Trésor américain séjourne depuis ce week-end à Kinshasa. Cette délégation a entamé une série d'échanges avec les autorités congolaises, notamment le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, M. Adler Ekisula, au cœur des discussions, les retombées de l'accord récemment signé à Washington. Guy Matoudou. Après la signature des accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, cette mission du Trésor américain est venue évaluer les progrès et réformes réalisées par la RDC dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kishula, a rassuré ses hôtes de l'implication et de l'engagement du président de la République dans la croisade contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, sécurisée pour tous les investisseurs. Il était nécessaire de voir comment nous sommes en train d'évoluer au niveau de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et voir quels sont les créneaux qui peuvent être mis à notre disposition pour forcer cette collaboration bilatérale. Donc on a fait le point sur le processus de l'ICRG et on a vu dans quelle mesure la CNRF peut coopérer ou collaborer avec FinCEN, une autre cellule de renseignement financier au niveau des États-Unis, et comment le CONASAFI peut collaborer avec l'OFAC, qui serait son homologue au niveau des USA. Cette réunion est déterminante pour la suite du processus du GAFI, avec la visite sur place de l'équipe du groupe d'action financière internationale. La prochaine rencontre est prévue en début janvier à Lisbonne.
La délégation américaine est repartie satisfaite. Avec cette détente, la voie vers la sortie de la RDC de la liste grise est balisée. Et le groupe de contact international pour les lacs ICG, composé de plusieurs pays occidentaux, exprime inquiétude face à l'État public du Sud Kivu où une offensive du M23 tenue par le Rwanda menace la stabilité régionale. L'ICG dénonce l'usage croissant des drones d'attaque dangereux pour les civils et appelle le M23 et les forces rwandaises à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de la région et à respecter les engagements pris dans les accords de Doha. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kamala dans le et partout satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été réalisé par Gauthier, la direction est supérieure de Jacques Kaboba. Gudule Boilia a été à la coordination. Chimène Dondo et André Ndjeka l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h. Robert Ndaye, demain 7h. Serge Merlin Mata, 20h. Moi, je vous reviens très prochainement.